Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Mali tiraillé politiquement entre deux forces, le M5 RFP, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques et la CFR, Convergence des forces républicaines. Après les sorties du M5 RFP le 5 et le 19 juin, la CFR qui s'apprête à sortir ce samedi 27 juin sur le boulevard de l'Indépendance pour soutenir les institutions. Comment peut-on sortir de cette crise? Quelle est la lecture de l'ADP Maliba, un parti politique ici au Mali? Des questions que nous allons aborder avec notre invité, Cheikh Omar Diallo. Il est le président de la jeunesse ADP Maliba. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment est-ce que l'ADP se porte aujourd'hui? Bien écoutez, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation sur vos plateaux et à saluer tout le travail que fait la chaîne Africable pour être au cœur de l'information et du débat. C'est des débats qui sont importants, indispensables même pour notre République. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais que l'ADP Maliba, depuis le congrès de 2019, est en train progressivement de renforcer son assise politique sur le terrain et s'organise de plus en plus pour réussir à convaincre davantage de Maliens d'emprunter la voie que nous avons tracée, celle qui est celle de la stabilisation du Mali, de la sortie de crise, de la construction nationale. Vous voulez dire que le parti il est en bonne santé? Ah oui, en excellente santé. Ben, on a du mal à croire cela, hein, puisque pas moins de 48 heures, il y a eu des démissions en cascade, notamment M. Diakité qui a démissionné de l'ADP Maliba avec certains cadres du parti. Oh non, vous savez, je crois qu'il faut relativiser cette annonce qui a été faite. Je crois qu'aujourd'hui, M. Diakité qui a démissionné est un élément qui a démissionné du parti, mais il n'y a pas de cadres qui ont démissionné de l'ADP Maliba. Aujourd'hui, le parti enregistre au contraire un très grand nombre d'adhésions avec des maires, des conseillers communaux, surtout dans les zones qui sont considérées comme les fiefs du parti, notamment à Kaï, à Nyono, à Banamba, dans beaucoup d'autres localités, et également une percée que nous sommes en train d'opérer dans les régions du nord du Mali afin d'installer davantage le parti dans ces localités où effectivement il y a un certain retard du parti. Et justement, vous parlez de percées dans certaines localités. Pour beaucoup d'observateurs de la scène politique, ces percées sont dues au fait que ADP Maliba n'est pas un parti indigent, il a des moyens. Et certains pensent que vous achetez des élus, vous achetez des conseillers communaux, vous achetez des députés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous savez, je leur dirais que c'est le résultat des urnes qui est là pour répondre à cette interrogation. Lors des élections législatives passées, l'ADP Maliba, qui était en 2013 sorti avec uniquement 2 députés, a cette année réussi à obtenir beaucoup plus d'élus au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça doit vous gêner, un élu sous une bannière d'un autre parti politique qui vient du jour au lendemain à l'ADP Maliba. Même vous, cela devrait vous gêner, non? Non, mais vous savez, nous, on n'est pas un parti politique dont les portes sont fermées. Tous ceux qui considèrent qu'ils se reconnaissent dans la position de l'ADP Maliba, qu'ils se reconnaissent dans la vision de notre parti, sont bien évidemment la bienvenue. Donc, à partir de là, libre aux autres de vouloir interpréter les motifs d'adhésion de ces intéressés, mais pour nous, nous sommes la conscience tranquille, nous sommes avec toute notre conscience libre d'accueillir les différentes personnes. Donc ce n'est pas la politique du chéquier? Oh non, pas du tout. Au contraire, c'est la politique de la conviction. La preuve en a été durant tout notre parcours politique. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec beaucoup de conviction et toutes les prises de position, toutes les décisions que nous avons prises nous ont permis effectivement de séduire une très grande partie de l'électorat malien. D'accord, on va revenir à l'actualité, on le disait à l'instant, après une première sortie le 5 juin, une seconde le 19, le M5 RFP exige toujours la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous, au niveau de l'ADP Maliba, quelle lecture faites-vous de cette exigence-là? Eh bien, vous savez, je crois qu'il faut comprendre toute la complexité de la situation sociopolitique que vit notre pays.
Aujourd'hui, il est évident, personne ne pourra dire le contraire, que le pays rencontre d'énormes difficultés dans presque tous les secteurs de la vie de la nation. La question de la santé, de l'éducation, de la sécurité, tout ce qui a trait également avec les tensions post-électorales que nous avons vécues à plusieurs reprises dans le pays, ont été des motifs de crispation sincère au sein de l'opinion nationale malienne. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sont ces crispations-là qui ont conduit à ces réactions populaires, souvent. Mais je crois que dans toutes ces réactions qu'il y a eu et qui sont pour la plupart légitimes, le frein qu'il y a à mettre aux revendications que le M5 est en train de porter, c'est celle relative à la démission de toutes les institutions et à l'instauration en quelque sorte d'un vide total au niveau institutionnel, pour ne pas dire au niveau constitutionnel. Oui, mais quand on écoute le M5 RFP, il pense que le président de la République n'est plus à même de diriger le pays. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de vides. Il parle même de non-gouvernance. Et pour eux, les législatives, la gestion des élections législatives a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avec, pour les gens du M5, des candidats qui ont été imposés, qui ont même été nommés, par exemple, à la présidence de l'Assemblée nationale. Hein, je cite toujours le M5 RFP. Ben, écoutez, vous savez, je vais vous dire, les élections au Mali ont toujours été des élections à polémique, des élections dans lesquelles nous-mêmes, en tant que parti politique, nous avons vécu certaines situations où la Cour constitutionnelle a pris des décisions auxquelles nous n'adhérons et nous n'adhérerons pas. Effectivement. En 2013, je tiens à le rappeler, l'ADP Maliba était aux élections législatives. Nous avions remporté le scrutin à Niouno. Nous avions remporté également le scrutin à Nara et à la suite de ce que tout le monde qualifie de troisième tour de la Cour constitutionnelle, il nous est arrivé la mésaventure de perdre ces deux sièges-là à cause d'une inversion des résultats par la Cour constitutionnelle. Il en est de même lors de l'élection présidentielle où il y a eu beaucoup de débats sur notamment les bulletins qui ont été abusivement annulés, comme le rappelait le candidat de l'époque, notre président d'honneur, l'honorable Alou Diallo, dans les zones où le candidat Alou Diallo avait pris l'avantage dans les résultats. Donc, au sortir de tout cela, c'est l'ADP Maliba et son président d'honneur notamment qui avaient appelé à ce qu'une profonde réflexion soit menée sur l'avenir politique, institutionnel, sécuritaire dans tous les domaines de notre pays et avait d'ailleurs été l'un des premiers malgré toute la sensibilité de la situation, appelé à ce qu'un dialogue débute entre l'ensemble des acteurs sociopolitiques de notre pays. Aujourd'hui, c'est évident que le fonctionnement institutionnel de notre pays est à remettre en cause dans beaucoup de ses aspects. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut déchirer notre constitution, la jeter à la poubelle et rentrer dans une aventure que personne ne maîtrise. Justement, si je me mets toujours dans la logique, du M5, pour eux, la Constitution, elle est déjà déchirée, on l'a déjà mis à la poubelle, dès lors que, lors des dernières législatives, par exemple, en commune 1, en commune 5, en commune 6, dans certaines localités, même après le décompte, même après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a eu des erreurs matérielles, mais la Cour s'est entêtée. À vous écouter, on a l'impression que vous êtes en train de faire l'avocat du diable, M. Diallo. Pas du tout. Écoutez, je suis de ceux dont le parti politique a perdu des sièges en raison de cette inversion des résultats au niveau notamment de la commune 5 et également dans le cercle de Sikasso. Nous sommes toujours convaincus qu'il y a eu des erreurs matérielles qui doivent être corrigées pour rétablir une certaine forme de vérité des urnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Diallo, dans sa dernière intervention à la plénière de l'Assemblée nationale, a appelé à l'apaisement du climat sociopolitique à travers la révision
de l'élection dans certaines de ces zones où il y a eu un très grand nombre de contestations. Il s'agit de beaucoup de localités qui peuvent être recensées à satiété et dans lesquelles, effectivement, nous sommes convaincus qu'il y a quelque chose à revoir là-bas. Il y a des élections à reprendre. Maintenant, la Cour constitutionnelle et ce qu'elle a fait, ce n'est pas quelque chose qui, comme je vous l'ai dit, est quelque chose qui nous tombe du ciel. Je crois que lorsque nous nous engagions dans les élections législatives, avec la plupart des acteurs politiques, le débat avait été posé. Le débat avait été posé notamment au dialogue national, durant lequel il avait été demandé de réformer le système électoral afin qu'on évite de retomber dans ce qu'on a pu vivre dans les élections passées. Et de réformer le système électoral avant même d'aller à l'élection législative. Malheureusement, la contrainte qui s'est posée à ce moment-là, c'était que la révision du système électoral dans sa globalité, et notamment en ce qui concerne les pouvoirs dévolus à la Cour constitutionnelle, impliquait une révision de la Constitution. Et nous, ADP Maliba, ainsi que beaucoup d'autres forces politiques, avons considéré qu'il ne fallait pas procéder à une révision de la Constitution dans le contexte actuel, d'autant plus qu'il s'agissait d'une révision qui allait impliquer une Assemblée nationale dont le mandat avait été à plusieurs reprises prorogé. Donc il fallait, certes, travailler à ce que des réformes se fassent sur l'ensemble de ces questions-là, mais que ces réformes se fassent avec une Assemblée nationale qui ait un minimum de légitimité. Donc le choix était très clairement un choix dans lequel il n'y avait pas de bonne solution avant la tenue de l'élection législative. On devait soit réformer, réviser la Constitution avec une Assemblée prorogée, soit assumer la responsabilité d'aller à une élection législative avec toutes les difficultés que nous aurions à l'issue de cela et donc au moins avoir une Assemblée nationale qui puisse être une Assemblée élue. Maintenant, il y a des difficultés, il y a des contraintes, on les comprend. On va revenir au dialogue national inclusif, mais on va essayer peut-être de vider la substance de la question par rapport à vos propositions. Vous souhaitez qu'on reprenne les élections législatives là où on pense qu'il y a eu irrégularité. C'est une recommandation qui se joint un peu aux observations de la CEDEAO et de la communauté internationale. Seulement, M. Diallo, cette proposition elle est anticonstitutionnelle puisqu'il n'y a pas d'élection partielle dans le dispositif institutionnel du Mali. On doit reprendre les élections carrément. Les partielles, c'est seulement en cas de décès d'un député. Bon, vous savez, je crois que sur cette question-là, il faudrait bien interroger. Là, vous ne pourrez pas vouloir défendre la Constitution et puis bon, sortir des propositions anticonstitutionnelles quand même. Non, mais vous savez, je crois qu'il faut bien analyser cette question-là avant de s'engager dans une voie qui risque d'apporter encore davantage de complications. Sur la question de l'Assemblée nationale, tout le monde serait quand même d'accord de dire que ce ne sont pas tous les députés de l'Assemblée nationale dont l'élection fait l'objet d'une très forte contestation. Et à ce titre-là, il y a près de 80% de cette Assemblée nationale-là qui dispose d'un suffrage dont la légitimité ne souffre d'absolument aucun doute et dont l'annulation de l'élection pourrait amener à une instabilité dans les localités qui sont en cause. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? Dès lors que dans la même Assemblée, il y a des députés bien élus et des députés mal élus, on rebelote, on reprend le tout à zéro. Vous, au niveau de l'ADP Maliba, qu'est-ce qui vous fait peur? Non, mais vous savez, moi, je tiens sur ce point-là à être très clair. L'ADP Maliba ne rentrera pas dans une forme de populisme pour annoncer que, oui, il faut simplement pour le plaisir de le faire, dissoudre l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale, si on devait reprendre l'élection autant de fois qu'il le faudrait, eh bien, notre parti serait prêt à aller aux élections, n'aurait aucun complexe et aucune difficulté à aller à ce scrutin-là. Simplement, il faut comprendre la complexité de cette question-là et savoir que la dissolution de l'Assemblée nationale dans un contexte non seulement sécuritaire, politique, économique, tel que notre pays le vit, serait nous engager dans une voie dans laquelle on n'a quasiment aucune certitude d'abord de pouvoir organiser le scrutin à nouveau sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, mais également de voir comment est-ce que toutes ces personnes qui se sont impliquées dans l'élection de leurs députés, comment expliquer à ces personnes-là que du jour au lendemain, du fait d'une situation dont ils n'ont absolument rien à voir, il faille remettre en jeu
la légitimité de leurs élus qu'ils ont choisis démocratiquement, je tiens à le rappeler. D'accord, on va revenir sur la ligne de ADP Maliba. Monsieur Diallo, il semble y avoir un certain paradoxe par rapport à la posture de l'ADP Maliba. Au lendemain du premier tour, c'est-à-dire à la veille du deuxième tour de la présidentielle, vous, votre candidat, était quasiment avec la plupart des acteurs du M5 RFP. Et à la formation, à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, on retrouve l'ADP Maliba avec la majorité. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ben écoutez, c'est important qu'on puisse clarifier cette question-là pour nos téléspectateurs et pour l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. L'ADP Maliba est sorti de l'élection présidentielle avec une vision de la situation de notre pays. Cette vision-là, c'est laquelle? C'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui dépassent les questions de personnes. C'est de comprendre qu'également aujourd'hui, la situation de notre pays nécessite une union nationale de tous les Maliens. Mais que cette union nationale ne peut pas se faire sur des bases vides. Cette union nationale nécessite un dialogue, une table à laquelle tout le monde s'assierait pour convenir d'une feuille de route consensuelle. Parce qu'effectivement, personne ne pourra inventer de nouveaux problèmes de notre pays. Tous les problèmes du Mali sont connus. Tous les candidats de l'élection présidentielle passée sont revenus sur les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y avait simplement une différence d'approche sur la manière de résoudre ces différents problèmes-là. Et donc, s'il s'agit, comme nous le souhaitons, qu'il y ait une union nationale pour résoudre ces problèmes, parce que personne seul ne peut résoudre les problèmes du Mali, eh bien, il faut s'asseoir, dialoguer, convenir de quelque chose et à partir de là, se donner la main pour aller de l'avant. Et c'est dans cette voie qu'on s'est engagé en 2018 par l'adresse du président Alou Diallo le 22 septembre 2018. Nous avons demandé ce dialogue-là qui n'a pu avoir lieu qu'en 2019. Lorsque nous nous approchions du dialogue, l'ADP Maliba a été interrogé par les plus hautes autorités de notre pays sur la manière dont nous voulions que ce dialogue se tienne. Et nous avons été très clairs à ce sujet-là. Nous ne sommes pas dans des postures où nous chercherions à complexifier tellement la situation de notre pays qu'on n'y trouverait pas de solution et qu'on n'avancerait pas. Tout ce que nous souhaitions pour le dialogue national, c'était premièrement que ce dialogue-là ne soit pas un dialogue comme les autres qui commencent au sommet et qui tombent sur les populations, mais un dialogue qui commence à la base, dès la commune, pour remonter ensuite au niveau national. Et que ensuite, deuxièmement, que ce dialogue-là soit un dialogue qui soit mis en œuvre, dont les résolutions seront appliquées. Et à ce titre-là, nous avons demandé donc que le président de la République prenne l'engagement national, solennel, de la mise en œuvre de toutes les résolutions du dialogue national inclusif. Quand nous avons exprimé ces différentes demandes au niveau du président de la République, une semaine avant l'ouverture du dialogue national, à travers une adresse à la nation, l'engagement a été pris de la mise en œuvre des recommandations de ce dialogue. À partir de là, lorsque nous sommes allés au dialogue, sur le lieu du dialogue, nous voulions constater un certain nombre de choses. La première des choses, c'était de voir si effectivement le dialogue national allait être un espace de débat ouvert, de débat franc, de débat sincère. Et à ce niveau-là, nous qui étions une formation politique de l'opposition malienne, nous avons porté des voix qui souvent étaient des voix extrêmement critiques sur l'ensemble des sujets qui sont aujourd'hui l'objet de nouvelles revendications de la part d'une partie des populations maliennes. Lorsque nous avons porté ces revendications-là sur tous les sujets, aussi bien sur les sujets électoraux que sur les sujets économiques, sociaux, politiques, institutionnels, à chaque fois nous avons été écoutés, été entendus et dans le rapport final qui a été rédigé pour dégager une feuille de route consensuelle, toutes nos propositions ont été prises en compte. Donc à partir de là, quelque chose que nous-mêmes nous avons demandé depuis 2018, qui se produit dans les conditions que nous souhaitions, à savoir la franchise, la sincérité et l'esprit d'unité, il n'y avait plus aucune raison pour nous, d'autant plus que le président a renouvelé cet engagement à la fin du dialogue, de refuser de tout faire pour que ces recommandations soient mises en œuvre. Mais est-ce que c'était suffisant pour débarquer au sein de la majorité avec armes et bagages? D'autant plus que pour le Malien lambda, vous-même, vous aviez sanctionné auparavant
des militants qui avaient rejoint la majorité, mais vous également, vous rejoignez ces militants-là qui avaient quitté le navire. C'est la conception du Malien lambda. Vous savez, je comprends cette conception-là. Et je dirais tout simplement qu'il faut s'attarder souvent sur certains détails pour comprendre la démarche que nous avons entreprise. Les militants que nous avons sanctionnés effectivement pour avoir tenté d'entraîner le parti dans la voie de la majorité sans dialogue national, nous les avons sanctionnés parce qu'effectivement, il n'y avait encore aucune base consensuelle sur laquelle on pouvait aller de l'avant ensemble. Et aujourd'hui, sur la scène politique, je crois que tout le monde serait d'accord pour moi pour dire qu'il n'y a pas plusieurs voies. Il y a la majorité, il y a l'opposition. Il n'y a pas ceux qui ont participé au dialogue. Il y a ces deux conceptions-là sur la scène politique malienne. Et pour nous, aujourd'hui, ces conceptions, même si elles sont désuètes, elles restent des conceptions de fait. Parce que c'est la réalité d'une scène politique, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse d'un autre pays dans le monde, il y aura toujours une conception de majorité et d'opposition. La majorité, pour nous, se conçoit sur la base d'un accord commun sur une feuille de route consensuelle qui est celle issue du dialogue national et à laquelle nous voulons travailler à la mise en œuvre. Et donc, c'est à ce titre-là que nous avons rejoint la majorité présidentielle, mais pour nous, aujourd'hui, les conceptions de majorité ou d'opposition n'ont pas lieu d'être. Ce qu'il y a lieu d'avoir dans notre pays, c'est une union nationale, une union sacrée pour sortir le pays du gouffre et trouver des solutions aux problèmes quotidien de nos populations. Ok, on voudrait vraiment bien vous croire, hein, malgré les bonnes résolutions du dialogue national inclusif, mais M. Diallo, il s'est écoulé 6 mois pour la mise en œuvre justement de ces recommandations du dialogue national inclusif, alors que la semaine qui devait suivre la fin des travaux, cette commission devait être mise en place, mais par rapport à cela, on ne vous a pas entendu, alors qu'on sait l'ADP Maliba très critique, très alerte, vous auriez dû prendre l'opinion nationale à témoin pour dire, écoutez, nous, on a pris part à un dialogue, les recommandations ne sont pas mises en œuvre, il n'y a pas de comité de suivi, mais là, on ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu. Écoutez, tout d'abord, sur la question du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue, il faut que les Maliens sachent une chose. La mise en place de ce comité de suivi relevait avant toute chose de la responsabilité des participants du dialogue. J'étais l'un des participants du dialogue au niveau national. Le dernier jour des travaux du dialogue national, nous sommes réunis dans la salle de plénière du CICB pour essayer de mettre en place ce comité de suivi. Malheureusement, chacun avait une approche différente du format de ce comité de suivi, des responsabilités de ce comité de suivi et même de la composition de ce comité de suivi. Et donc, c'est à partir de là que les participants eux-mêmes ont décidé de renvoyer la responsabilité de la mise en place de ce comité de suivi aux médiateurs, aux organisateurs, aux facilitateurs du dialogue de l'époque, qui eux ont tenté aussi de proposer un certain nombre de formules qui n'ont pas pu être mises en œuvre. Ça, c'est sur la question du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du dialogue. Maintenant, pour ce qui est des recommandations et des résolutions du dialogue, moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire aussi facilement que rien n'a été fait depuis la fin de ce dialogue-là. Il y a eu des choses qui ont été faites. Et malheureusement, on va dire que dans la mise en œuvre de certaines de ces choses, il y a effectivement des lenteurs. La première des résolutions qui appelait au retour de l'administration sur l'ensemble du territoire national peine à être mise en œuvre, même s'il y a quelques légères avancées à ce niveau-là. La deuxième résolution, elle, a été pleinement mise en œuvre. C'était l'organisation de l'élection législative. C'est vrai que cette élection législative s'est terminée avec un goût très amer en raison de l'arrêt que la Cour constitutionnelle a donné au deuxième tour, mais il y a des avancées qui sont en train d'être enregistrées dans ce dialogue-là. Vous savez, il faut se remémorer une expression qui tient pour la justice, mais qui tient également pour un État. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, et le temps d'un État n'est pas non plus celui des hommes. Et à ce titre-là, vu l'ampleur des problèmes auxquels notre pays fait face, il faut souffrir du fait que la mise en œuvre de ces résolutions-là appelle avant toute chose, au-delà même de la mise en œuvre pratique, à ce que
tout le monde se donne la main, qu'on mette en place une équipe gouvernementale qui puisse répondre à la conception que les Maliens se font d'un gouvernement et qui puisse, dans le même temps, répondre aux exigences de compétences, de rigueur, d'engagement, de patriotisme au service de la nation pour que ces résolutions-là puissent être mises en œuvre. Le calendrier lui-même de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national ne fixe pas la mise en œuvre des 118 recommandations en l'espace de 6 mois ou en un an. Il y a un calendrier qui est fixé. Il y a certaines résolutions qui devaient être mises en œuvre en un mois, d'autres en 6 mois, d'autres en un an, d'autres qui doivent être mises en œuvre en près de 15 ans. Donc, il faut que les gens prennent le temps d'expliquer avec beaucoup de pédagogie le dialogue national, sa démarche, ce qui en est ressorti et comment concrètement on doit procéder à la mise en œuvre de ces recommandations-là. Donc, aujourd'hui, ça reste effectivement une demande de notre parti, l'ADP Maliba et de son président d'honneur Alou Diallo, que le comité de suivi soit mis en place pour effectivement traduire la poursuite naturelle du processus du dialogue national, mais pour autant, il ne faut pas qu'on rentre dans un schéma où on jetterait le bébé avec l'eau du bain simplement parce qu'on serait en colère. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard la mise en place de ce comité de suivi, puisque à l'entame de l'émission, on parlait de tiraillement, de bipolarisation de la crise politique, d'une part entre le M5 RFP et la CFPR. On vous a entendu, vous n'êtes pas M5, et si la République Maliba n'est pas M5, peut-être qu'elle est CFR, non? Vous savez, nous sommes... Pourquoi vous ne vous inscrivez pas dans ces logiques-là? Nous ne sommes pas dans des logiques de confrontation, des logiques d'opposition frontale entre des conceptions radicalement opposées de la vie de la nation. Ce que nous pensons, c'est qu'aujourd'hui, le Mali a besoin de certains points d'équilibre, de certains minimums de compromis sur des questions essentielles qui ont trait à la vie de la nation. Et pour nous, aujourd'hui, les positions radicales n'ont pas lieu d'être. Il faut trouver non seulement des solutions juridiques à nos problèmes nationaux, mais également des aménagements politiques qui nous permettent d'arriver à des solutions consensuelles. Et c'est cela aujourd'hui qui est l'objet du débat. Donc, j'aimerais dire à ce titre-là, à nos frères et sœurs qui sont dans l'animation du M5, de faire preuve d'un peu plus de retenue et d'aller vers une direction qui nous permette de trouver des solutions adaptées à notre problème. Aujourd'hui, ce qui consiste à tout simplement appeler au vide total dans la République du Mali n'est pas une solution raisonnable. Et je tiens d'ailleurs à rappeler que la plupart de ceux qui appellent aujourd'hui à ce vide constitutionnel, institutionnel, général, sont ceux qui, en 2012, étaient les premiers défenseurs du respect d'un ordre constitutionnel dans notre République. Donc, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que l'on accepte de sortir intégralement de la Constitution du Mali pour aller vers une aventure dont aucun d'entre eux n'a réussi à nous donner de réponse concrète? Qu'est-ce qu'ils proposent si nous sortions de la Constitution? Quel est le schéma de sortie de crise? Comment allons-nous faire face à toutes ces difficultés liées à l'absence d'institutions légitimes en République du Mali si nous sortons de là? C'est pour cette raison que nous ne sommes pas dans une position de personne. Nous ne sommes pas là pour dire IBK ou rien. Ça dépasse la personne du président de la République. C'est quelque chose qui a trait à la vie et à l'avenir de notre nation-là. Et c'est dans ce sens-là que nous disons qu'il y a des positions de principe desquelles personne ne doit accepter de sortir. Encore moins des gens qui connaissent le fonctionnement de l'État, qui connaissent la réalité institutionnelle de notre pays, qui ont eu eux-mêmes à exercer un certain nombre de responsabilités et qui aujourd'hui sont en train de rentrer dans des logiques en se cachant en catimini derrière la CEMAS pour essayer de recomposer la scène politique malienne. La recomposition à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est une recomposition qui me rend triste, moi. Quand je vois certains acteurs politiques maliens accepter de s'engager dans des voies qui sont totalement anticonstitutionnelles, à les soutenir, à profiter de la colère des Maliens pour entraîner le pays vers un vide total, je me dis quand même que nous avons encore du chemin à faire si une partie de la classe politique continue à réfléchir comme ça. Oui, par rapport à cela, on va s'en tenir également à un fait, à un autre fait. On sait que la CEMAS, le M5 RFP, souvent affirment avoir bénéficié des bénédictions du shérif de Nioro. On sait également que le shérif de Nioro aime beaucoup le président d'honneur de l'ADP Maliba.
Souvent, les Maliens se posent cette question-là. Qu'est-ce qui se passe finalement? Ben, écoutez, je crois que ce qu'il faut dire à ce niveau-là, c'est que le shérif de Nioro a toujours été un homme véridique. Un homme qui n'a pas peur de dire sa conception des choses. Mais c'est également un homme de paix. Ce n'est pas un homme qui, je crois, agirait pour encourager la violence sous quelque forme que ce soit. Et je crois également que même l'imam... Il y a beaucoup de vocaux où il s'est départi du pouvoir du président. Oui, mais vous savez, on n'est pas interdit de se départir d'une certaine méthode de gestion du pays si on n'y croit pas, si on voit que cette méthode n'est pas dans un sens qui, pour soi-même, est constructif ou apporte quelque chose au pays. Mais pour autant, aller jusqu'à encourager l'instauration d'un vide total sur le plan institutionnel, moi je suis convaincu que le shérif de Nioro, aussi bien que l'imam Mahmoud Diko, qui n'a jamais prononcé le mot de la démission du président de la République et de son régime, ne sont pas dans ces logiques-là. L'imam Mahmoud Diko, dont je tiens à saluer d'ailleurs le sens de la responsabilité ici, a été celui qui, le vendredi 19, a appelé les uns et les autres à faire preuve de beaucoup de raisons, à faire preuve de beaucoup de retenue et à ne jamais être ceux qui seront à l'origine de la violence, de la destruction de notre pays. Et aujourd'hui, c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engager, celle de la construction nationale, celle de la raison, celle de l'équilibre, mais celle également qui vise à comprendre les frustrations légitimes que certaines populations ont. Ces frustrations-là, nous les avons exprimées lors du dialogue national, nous les avons portées. Et je crois que même l'imam Mahmoud Diko, qui a participé à ce dialogue national-là, a lui aussi participé à porter ces frustrations légitimes-là. Mais aujourd'hui, que certains autres acteurs politiques profitent de ces frustrations et de ces colères pour essayer de nous engager dans une voie inconnue, je pense qu'il faut dire non, il faut dire stop. Et je suis convaincu que quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, l'imam Mahmoud Diko et le très respecté imam et le shérif de Nioro, aucun de ces deux-là n'encouragera la violence ni la destruction de notre République. Quel est le schéma de sortie de crise de l'ADP Maliba? Un gouvernement de transition, un premier ministre de plein pouvoir, avec ou sans le président Ibeka pour conduire cette transition-là? Quel est votre schéma de sortie de crise? Eh bien, vous savez, notre schéma, il est très clair. Restons dans notre Constitution. Nous avons un président de la République qui a un mandat qui court à terme en 2023. Il ne sert à rien aujourd'hui de rentrer dans une logique visant à déstabiliser l'ensemble institutionnel de notre pays. Donc, nous ne soutenons pas les initiatives visant à appeler à la démission du président de la République. Nous pensons aujourd'hui qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, effectivement, la Cour elle-même, de sa propre responsabilité, doit comprendre que la confiance est rompue avec les populations et en tirer toutes les conséquences. Nous appelons non pas à la dissolution de l'Assemblée nationale, mais à l'évaluation concrète des différentes localités où il y a une très très forte contestation et à envisager des solutions qui peuvent aller jusqu'à la reprise de l'élection dans ces différentes localités. Au-delà de cela, il est évident aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, que personne seul ne peut résoudre les problèmes de notre pays. À ce titre-là, il faut que chacune et chacun réponde à cet appel à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, qu'on se donne la main, qu'on travaille tous ensemble à la mise en œuvre effective des résolutions du dialogue national. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà du président Alou Diallo, à travers le club des députés du peuple et les différents autres acteurs nationaux du Mali, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui, elle aussi, se range derrière ces différentes propositions-là à travers les recommandations et les décisions issues de la mission de bons offices de la CEDEAO. Et je suis convaincu que c'est dans cette voie de la raison, dans cette voie de la recherche à la fois juridique et politique de solutions adaptées à notre situation que nous trouverons des solutions à nos problèmes. Nous ne devons pas nous laisser attirer par le chant de sirènes qui, pour la plupart, ont été des mauvaises sirènes et qui, aujourd'hui, sont en train de chercher à réexister politiquement à travers un mouvement dans lequel la colère populaire
est utilisé pour atteindre des objectifs qui n'ont rien à voir avec la conception que tout homme politique doit se faire de la République et de la démocratie. Voilà. Monsieur Diallo, est-ce qu'on doit s'en vouloir aux responsables politiques qui se trouvent aujourd'hui dans le M5, qui suivent l'imam Dicko parce qu'ils pensent pouvoir jouir de leur droit à la diversité des opinions? On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Non, mais on ne veut à personne de vouloir exprimer une opinion, de vouloir même la défendre, de vouloir même s'opposer. Simplement, ce qui est en cause ici, c'est les méthodes par lesquelles ce jeu démocratique est en train de se faire aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que certains de ces acteurs-là sont en train de chercher à surfer sur la colère populaire, sur des aspirations légitimes en matière d'éducation, de santé, de sécurité, et j'en passe. Et surfer sur ces colères-là pour essayer de nous amener à un vide institutionnel total, c'est ce qui est complètement déplorable. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la plupart de ces acteurs qui sont en train, encore une fois, je le répète, de se cacher derrière ce mouvement-là pour essayer d'atteindre l'objectif du vide institutionnel sont pour la plupart des gens qui sont en train de tenter d'obtenir par la rue ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir par les urnes. Si quelqu'un devrait être encore davantage frustré et remonté par rapport à la situation électorale de notre pays, je crois que c'est bien le parti ADP Maliba. En 2018, comme je vous l'ai dit, nous continuons à avoir de très grandes questions que nous nous posons par rapport au résultat qui est sorti. Nous avons toujours privilégié pour autant d'aller de l'avant, de ne pas rester figé dans le passé et d'essayer d'envisager des solutions d'avenir. Aujourd'hui, ce dont les Maliens ont besoin et qui est clair et qui est net, c'est d'espoir. Les Maliens ont besoin d'espoir, pas de rester figés dans la colère, pas de rester figés dans un passéisme qui ne nous apportera absolument rien. Et je crois qu'aujourd'hui, les bases qui ont été posées par le dialogue national sont un moyen de pouvoir atteindre l'objectif qui est de changer, de réformer et de faire avancer notre pays. Vous avez parlé des frustrations liées à l'école, à la santé. Est-ce que ce n'est pas cela qui fonde la légitimité de cette lutte-là? Parce qu'il n'est pas que politique, le M5. On a vu des centrales syndicales venir adhérer, venir rallier la cause. Est-ce que ce n'est pas une somme de frustration, une convergence de frustration qui donne plus ou moins une certaine légitimité à leur cause? Même vous pensez que certains sont en train de surfer sur la vague populaire? Mais bien sûr qu'il y a une frustration. Et bien sûr que les revendications qui portent sur l'amélioration des conditions de vie et salariales des enseignants, ça nous touche tous. Les conditions sanitaires de notre pays, ça nous touche tous. L'insécurité touche à tous les Maliens, mais pour autant que d'autres utilisent cela pour se braquer sur une position visant à déstabiliser l'ensemble institutionnel de notre pays, moi je trouve que là, il y a un moment où il faut dire stop, il faut avoir le courage d'avoir ces prises de position-là pour permettre à notre pays de sortir du blocage. Aujourd'hui, il est clair, il est net et il est évident que ce qui est en train d'être fait par certains de ces acteurs politiques-là n'a d'autre objectif que de continuer à paralyser le pays, de continuer à faire en sorte de bloquer le Mali. Et ça, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas normal. Et moi, je crois que la plupart des principaux acteurs réels de cette contestation, à savoir l'imam Mahmoud Dicko principalement, n'est pas du genre à rentrer dans un jeu de confrontation de ce genre-là qui viendrait bloquer et détruire notre pays. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons aller de l'avant. Les Maliens veulent aller de l'avant. Et c'est pour cette raison-là que nous assumons pleinement toutes les positions que nous avons prises. Nous ne sommes pas un parti politique qui rase les murs. Nous ne sommes pas un parti politique qui est embusqué dans les buissons à attendre qu'une situation favorable se produise. Chacun sait le parti dans lequel nous sommes, qui est un parti qui s'est toujours battu pour faire en sorte que le Mali et les Maliens commencent à retrouver quelques motifs d'espoir. Et ces motifs d'espoir-là sont les seules boussoles par lesquelles on pourra réussir à sortir notre pays de la crise. On peut dire que pour l'ADP Maliba, cette législature démarre bien, puisque vous êtes déjà au niveau de la majorité à l'Assemblée nationale. On a l'impression que vous êtes en train de vous positionner par rapport à la majorité, une présence dans le gouvernement aux côtés des institutions de la République. Est-ce que c'est cela, c'est la meilleure lecture? Mais vous savez, moi je crois qu'il ne faut pas réduire la position de notre parti à une question de poste.
ou à une question de volonté de prise d'une partie du pouvoir. Non, non, non. Ce n'est pas du tout le cas. L'ADP Maliba est engagé pleinement et entièrement dans une seule direction. Ben, si vous vous engagez dans la majorité, il faudrait s'attendre à occuper des postes de responsabilité dans le gouvernement et au niveau d'autres institutions. Ben, écoutez, c'est la logique. Je vais vous dire, si il est considéré que notre parti peut apporter quelque chose à la construction nationale et que cet apport doit se matérialiser par quelque position que ce soit, notre parti ne fuira pas ses responsabilités. Nous sommes dans cette majorité, non pas pour des questions de personnes ou pour un débat stérile autour d'autres sujets de la vie de la nation. Ce que nous voulons clairement et concrètement, c'est que le pays sorte du gouffre à travers une seule chose qui est consensuelle et qui aujourd'hui personne n'a réussi à remettre en cause, ce sont les conclusions du dialogue national inclusif. Même ceux qui n'ont pas participé à ce dialogue national inclusif n'ont pas critiqué les conclusions qui en sont ressorties. Tout le monde est d'accord sur le fait que les solutions qui ont été proposées sont des bonnes solutions, sont des solutions qui peuvent permettre à notre pays de retrouver le chemin de la paix et de la stabilité. Et c'est dans cela que l'ADP Maliba conçoit son action politique et c'est dans cela que nous espérons que les Maliens pourront retrouver un peu d'espoir demain. Oui, sans pour autant focaliser le débat sur ce dialogue national inclusif, vous en avez parlé, mais beaucoup de Maliens pensent que le Mali n'a pas le leadership nécessaire pour mettre en œuvre les résolutions, les recommandations de ce dialogue-là. On n'aurait pas assisté à ce tiraillement entre M5 et CFR si on était parvenu à mettre en œuvre ces recommandations du dialogue. Le Mali, on pense qu'on n'a pas le leadership pour aller vers ça. Mais qui pense cela? Et quel leadership a-t-on à nous? Le M5 RFP, par exemple, et bien d'autres observateurs. Et puis, ça fait 6 mois que ces recommandations sont là, mais c'est au point mort. Mais je vous l'ai dit, ce n'est pas au point mort. Il y a eu quelques avancées que nous avons constatées. Lesquelles, par exemple? Lesquelles? La première des choses, c'est l'organisation des élections législatives. Certes, il y a eu le goût très amer. Mais quelle élection législative, M. Diallo? Oh, vous savez, hein, je vous l'ai dit, l'élection législative a été une élection où dans beaucoup de zones, il y a eu des contestations indéniables, des contestations qui sont fondées sur un arrêt de la Cour constitutionnelle que tout juriste de bon acabit pourrait bien évidemment contester. Mais je crois que l'objectif qui était visé, c'était d'avoir une Assemblée nationale qui sorte de son système de prorogation qui, lui, était une insulte à la démocratie malienne. Et donc aujourd'hui, nous avons ce progrès-là qui a été enregistré avec cette élection-là. Il y a effectivement à corriger le système électoral pour y apporter des améliorations, notamment dans le mode de scrutin pour les législatives, notamment aussi dans la mise en place potentielle d'un organe unique pour l'organisation des élections. Il y a également, tout ceci a été proposé au dialogue national. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées aujourd'hui qui ont trouvé leur réponse au dialogue national par le dialogue. Et c'est par ce dialogue-là que nous réussirons à construire notre pays. Ce n'est pas dans la confrontation à un moment où notre pays fait face à une insécurité incroyable. Ce n'est pas dans la confrontation et dans le conflit permanent. Mais si vous parlez de confrontation, vous parlez de confrontation entre qui et qui? Oh ben, aujourd'hui, la scène est évidente. Il y a une partie des populations qui est vigoureusement et énergiquement en train de revendiquer des réponses à leurs aspirations légitimes. D'autres demandent quelque chose qui est encore plus radical, qui est la démission de toutes les institutions. Et en face, nous avons d'autres personnes aussi qui sont en train de s'organiser pour demander également à ceux qu'on respecte les institutions. Donc maintenant, ce conflit qui est en train de se créer entre ces différentes tendances ne profite à personne. Pendant ce temps-là, cela fait quand même près de 2 semaines que nous sommes sans gouvernement en République du Mali. Cela fait près de 2 semaines que l'ensemble de la communauté internationale est mobilisée au chevet de notre pays pour essayer de trouver des solutions à la crise que nous vivons. Il est temps que le pays se remette au travail, que tout le monde se donne la main et qu'on aille de l'avant. C'est ce que nous recherchons. D'accord, on s'achemine vers la fin de l'émission. Si vous avez un dernier mot avant de se quitter, M. Diallo, ça pourrait être quoi? Le dernier mot, c'est un appel à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux de notre pays. Un appel à la paix, un appel au dialogue, un appel à l'apaisement, un appel à ce que chacun travaille à ce que le pays redémarre, que chacun travaille à ce que ce dialogue national qui est ressorti avec des conclusions qui, je crois, personne
nos contestent puisse enfin être mise en œuvre sur tous les sujets de la vie de la nation, sur les réformes institutionnelles, les réformes politiques, les réformes dans le secteur de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, du sport, de la culture, de toutes ces questions-là qui font d'un pays un État. C'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on travaille, qu'on avance et qu'on ne reste pas figé dans des positions qui vont simplement contribuer à mettre notre pays à l'arrêt. Merci M. Diallo. Ainsi prend fin ce numéro de politique. L'invité qui recevait Cheikh Omar Diallo, président de la jeunesse ADP Maliba, avec lui, nous avons jeté un regard sur cette bipolarisation de la scène politique au Mali entre le M5, mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, et la CFR, Convergence des forces républicaines. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa Télévision avec un autre invité politique.